concerne, c'est le prolongement de la défiscalisation jusqu'en 2029 dans les départements et régions d'outre-mer. Ce dispositif a été complété au Sénat par l'inclusion des collectivités d'outre-mer qui avaient été un peu oubliées par le gouvernement, pas complètement oubliées. Il est expliqué par le fait que le gouvernement a voulu envoyer un sourire au groupe GDR, autrement dit apparenté communiste, autrement dit pas à la France insoumise, au sein de l'UP, l'opération politique est exactement celle-ci, et que l'amendement qui était disponible était un amendement qui concernait les Roms. Ce d'autant que les amendements d'extension au COM n'avaient pas été présentés par des parlementaires absents. Donc ça règle le sujet en termes de calendrier pour 2029. Mais j'aborde tout de suite, je crois qu'on n'en a pas parlé hier, le PLF 2024, puisque le gouvernement a annoncé son souhait de réviser le contenu de la défiscalisation. Donc sur le calendrier, maintenant les choses sont claires, on est rassuré jusqu'en 2029, et il n'y a pas vraiment de raison que ça évolue au fil du processus législatif dans les semaines qui viennent avant la fin de l'année. Donc selon toute vraisemblance, ça sera dans la loi de la République pour le budget 2023. Mais l'année 2023, elle, devrait être consacrée à une discussion sur le contenu même de la défiscalité, qui passe d'abord par une évaluation. Cette évaluation, la FEDOM, on n'a pas de raison d'être contre. Pour autant qu'elle soit faite de manière sérieuse. Sérieuse, ça veut dire plusieurs choses. Des chiffres contemporains. Or, trop souvent, les évaluations sur ces sujets, entre autres, reposent sur des chiffres anciens. Par exemple, les travaux récents de la Cour des comptes sur la défiscalisation portaient sur des chiffres vieux de plus d'une dizaine d'années. Deuxièmement, l'évaluation ne doit pas se résumer aux caricatures. Type, c'est quoi la défiscalisation des Porsche? Il y a peu ou pas de Porsche qui sont défiscalisés aujourd'hui. Il y en a peut-être eu dans une époque de défiscalisation, mais dans le moment immédiat, nous ne connaissons pas d'exemple de ce type. Au-delà, si l'État considère qu'il y a des défauts, des excès, des abus, voire même des fraudes dans le cadre de la défiscalisation, il faut qu'il les constate, qu'il les sanctionne, et nous sommes suffisamment attachés au dispositif en lui-même pour ne pas avoir d'objection de principe au fait qu'il y ait une sanction des abus et des fraudes. Au-delà même de la notion de fraude, s'il y a aujourd'hui un centre d'inquiétude, je sais que vous-même, pour l'UDE-MEDEF de Guadeloupe, entre autres, lors de discussion avec Bruno Blandin, vous êtes inquiété de la manière dont les choses se passaient sur les chauffe-eau solaires actuellement. S'il y a des risques de surfacturation, il n'est pas interdit d'imaginer des dispositions qui permettent d'éviter les phénomènes de surfacturation. Une discussion qu'on prendra sur un autre exemple. Mais donc que l'État fasse le ménage avant d'imaginer jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc là, le bébé va être jeté, puisqu'on va bien prolonger à 2029, mais il ne s'agit pas non plus de révolutionner le bébé sur un dispositif qui fonctionne plutôt bien. Dans la République, on avait reconnu l'efficacité justement lors du déplacement en Polynésie à l'été 2021. Donc, premièrement, évaluation. Cette évaluation, elle fait partie du travail qui est annoncé en 2021. C'est aussi pour ça qu'il y a des réflexions qu'il y a eu ce travail de la Cour des comptes. Il peut y avoir d'autres travaux, mais c'est une étape importante sur laquelle nous-mêmes, je pense, on a, avec vous, à poser un certain nombre de repères d'évaluation. On n'a pas défini complètement aujourd'hui comment on allait opérer. C'est un travail tout au long de l'année 2023, en tout cas le premier semestre 2023. Il faut avoir en tête que les projets de loi de finances sont très largement déterminés au début de l'été, en vérité, en tout cas par les grandes lignes de travail de l'administration et du gouvernement. C'est un travail qu'il faut qu'on mène sur les, je dirais, 5 premiers mois de l'année 2023, sur la partie évaluation, dans une interaction qui est souhaitable avec le gouvernement. Ensuite, une fois qu'on parle de l'évaluation, au passage même, l'évaluation, elle peut, je développe ce point, alors si, pour parler complètement, quand on parle de défiscalisation, il y a d'autant de fantasmes sur les abus que le dispositif est mal compris. Ça, on a un sujet. Alors, moi, je pense que, d'une manière ou d'une autre, il faudrait qu'on soit capable d'écrire la défiscalisation pour les nuls. Expliquer sur des textes relativement courts
ce qu'est la défiscalisation. J'ai été porte-parole du groupe majoritaire ou du principal groupe d'opposition sur les moments à la Commission des finances à l'Assemblée nationale. La vérité, c'est que mes collègues ne comprenaient pas grand-chose à la défiscalisation. Françoise, quand elle était à la dire à la réunion, avait organisé un déplacement parlementaire dont j'étais, avec le rapporteur général du budget à l'époque, Gilles Carrez, le président du groupe UMP, Bernard Abreuillet, pour essayer de leur expliquer, y compris sur le terrain, des choses qui n'étaient pas si évidentes. Et c'est important de l'expliquer. Alors, je comprends que, en particulier, selon la défiscalisation s'adresse aux particuliers ou aux entreprises, qu'elle a, lui, 2 fiches d'explication pour les nuls différentes. On a absolument besoin de ça. Il faut qu'on fasse gaffe à la FEDOM, parce que la compétence technique de la FEDOM, à certains égards, je le dis comme je le pense, j'espère que ça ne vexe pas Françoise, mais elle peut être une difficulté d'explication, de vulgarisation. On combine volontiers les articles X, indécies du Code général des impôts, etc. En général, en le disant très vite. Enfin, tous les gens qui citent ces articles disent le numéro de l'article, je ne sais pas si vous avez déjà observé, à un rythme, déjà moi je parle vite, mais eux, à un rythme 100 fois plus rapide que ça. À un moment, l'interlocuteur, il est largué. Et donc, quand on lui dit en face, mais il y a une Porsche, il est tout prêt à gober que ça décrit le système tel qu'il est aujourd'hui. Donc, ce travail de vulgarisation, il me paraît extrêmement important. Et il va avec l'évaluation, à mon avis, pour être audible de la part des parlementaires qui eux-mêmes sont parfois un peu dans cette séquence d'abus supposés. Pardon. L'évaluation, on la voit venir, on sait par qui elle sera diligentée, comment ça tu... Non, il n'y a pas de précision là-dessus. Il y a des travaux récents de la Cour des comptes. Il y a des travaux il y a un stock de rapports sur ces sujets du côté de l'Inspection générale des finances. Nous-mêmes, on avait fait un travail avec McKinsey, FEDOM, avec Mazars, pardon, avec Mazars en 2017, 18, je pense, il y a quelques années. Donc, ça ne rend pas de document. Et il va y avoir d'autres étapes. Mais la question est importante parce que le calendrier commence à être serré en vérité. Y compris sur le PLF 2024, s'il y a un certain degré d'ambition. Et il ne faut pas que le gouvernement nous sorte de nouveau soit des évaluations anciennes, soit des choses bâclées en d'autres mouvements. Il arrive que l'inspection des finances ou d'autres structures, je vois bien comment ça fonctionne, soit saisie parfois sur des rapports flash où on demande d'avoir le résultat du rapport en un mois. Ça existe. Et c'est même plus à la mode aujourd'hui qu'avant. Par exemple, le gouvernement a lancé récemment auprès de l'inspection des finances et du Conseil général de l'énergie un rapport qui est demandé en un mois sur la formation des prix d'énergie. Conseil général de l'économie, pardon. Un rapport en un mois sur la formation des prix d'énergie. Vous voyez la question assez considérable, la formation des prix. On demande aux gens en un mois de faire à la fois des analyses. Donc, il faut faire gaffe à ça. Avec un risque d'avoir une évaluation un peu à charge et nous à devoir réagir rapidement, comme ça a été le cas pour quand on a dû intervenir et mandater Mazars sur l'exonération. Voilà, ça va avoir un contrepoids et une contre-expertise finalement pour remettre les chiffres à leur place. Tout à fait. Donc, il faut que nous, ça on aura discuté, y compris en conseil d'administration en bureau, il faut que nous, on réfléchisse à l'attitude qu'on a sur ce terrain-là. Alors, on voit déjà, en termes de contenu, ce que sont les intuitions du gouvernement. Le gouvernement dit, moi, gouvernement, j'ai envie d'orienter la défiscalisation vers les grandes priorités aujourd'hui, que sont la transition énergétique, la transition écologique et la transformation numérique. Ça paraît plutôt sain, à ceci près que notre analyse consiste à discuter au sein de nos instances davantage encore dans les semaines qui viennent, et à souligner que tous les secteurs ne sont pas résumables à ça, et qu'il faut faire attention dans la définition même de ces priorités, de ne pas le faire dans des manières trop excluantes. Voilà. Donc, qu'il y ait un effort particulier, qu'il puisse peut-être y avoir des surcotes. On n'échappera pas, je pense, à ce qu'il y ait un fléchage qui mette un accent particulier sur ces items-là. Mais d'abord, il faut que ces items soient définis de manière suffisamment large, que l'instruction ne devienne pas plus compliquée pour autant, et par ailleurs, que l'on n'exclut pas des approches plus traditionnelles de l'économie qui ont le mérite d'exister. Le tissu des
Jacques soulignait hier qu'il y avait un tissu économique dynamique, entreprenant et qui regarde l'avenir. La vérité est aussi que la part d'entreprises dans le PIB, enfin la part marchande dans le PIB des territoires ultramarins est toujours assez modeste. Et donc, je pense qu'on peut et on doit essayer d'améliorer les choses, mais il faut éviter de commencer de cogner sur les secteurs économiques qui ont le mérite d'exister. Il faut faire attention aux motifs de sujets prioritaires, qui n'est pas des évolutions des modalités d'instruction qui compliquent les choses. Exemple, a été voté à la Commission des finances, au final, il a disparu. Mais à un moment, a été voté à la Commission des finances avec l'approbation du rapporteur général du budget, issu de la majorité, et avec le soutien du whip, donc du chef de file de la majorité, un amendement qui ajoutait un avis du ministère de l'écologie à toutes les procédures de défiscalisation soumises à agrément. On est monté très vigoureusement au créneau là-dessus, pour des raisons liées aux Outre-mer et pour des raisons plus générales d'ailleurs, qui est qu'aujourd'hui, d'abord c'était redondant, puisqu'aujourd'hui déjà dans l'agrément, l'avis ministère des Outre-mer Bercy doit prendre en compte des critères de développement durable et d'aménagement du territoire. Donc le développement durable est déjà au rang des critères. Demander un avis supplémentaire, inévitablement, ça prendrait des délais supplémentaires, et vous ne savez pas quelle doctrine le ministère de l'écologie allait se mettre à inventer là-dessus, y compris compte tenu de la sociologie, indépendamment des choix politiques eux-mêmes, de la sociologie du ministère de l'écologie. Voilà, donc il faut faire attention à ce genre de choses, et vous voyez bien qu'il y a un risque que ça réapparaisse. Si on dit que l'écologie c'est une des priorités, il y a un risque de tout soumettre à ça. Au passage, j'avais aussi développé dans la critique, ça c'est les débats du dernier mois, que on peut soumettre toute décision d'aide de l'État à une entreprise ultramarine au ministère de l'écologie, pourquoi pas le faire dans l'ensemble de l'économie nationale? Et pour le coup, la politique économique de la France devient complètement soumise au ministère de l'écologie. Les enjeux économiques sont pris en compte, oui, mais à un moment, il faut tout de même fixer un centre de bord. Donc, cette idée de thème prioritaire est une idée qui apparaît fortement. La deuxième idée, qui comporte aussi un risque évident, c'est celle de la budgétisation. C'est-à-dire de dire que plutôt que d'être dans une logique de réduction ou de crédit d'impôt aujourd'hui, en réalité, on fait évoluer le système d'une manière ou d'une autre. Alors là, je sors du strict concept de défiscalisation, mais on fait évoluer l'aide à l'investissement dans des budgets de l'État plutôt qu'en réduction ou crédit d'impôt, donc en subvention, en d'autres termes. Le danger est évidemment que le robinet des subventions est plus facile à réguler et à fermer que celui de la défiscalisation, qu'on est dans des schémas fragiles, enfin qu'on change totalement. À ce moment-là, ça devait évoluer comme ça. Je ne dis pas que c'est écrit comme ça, mais je comprends qu'il y a des tentations de cette nature. L'idée de dire on préfère budgétiser plutôt que défiscaliser, c'est une idée qu'on entend régulièrement. Là, c'est un élément du débat. Donc, il faut faire gaffe à ça. Premier élément, les priorités, ça veut dire quoi? Et s'assurer que ce ne soit pas excluant et que ça ne complique pas les procédures. Deuxièmement, être très en alerte de la logique de la budgétisation. Et troisièmement, à l'intérieur même des dispositifs de défiscalisation comme on les connaît, crédit d'impôt, réduction d'impôt, le risque de concentrer les choix sur des appels à projets. Ça, c'est un point qu'on avait perçu dès l'été 2021, c'est qu'il peut y avoir une tentation, plutôt que d'avoir une défiscalisation ouverte comme elle l'est aujourd'hui, de passer à l'appel à projet en disant, eh ben, voilà, on lance des appels à projets sur N initiatives dans le domaine de la digitalisation de l'industrie, présentez vos projets, il y a telle somme de défiscalisation à se répartir, eh bien, on prend N projets qui correspondent à telle somme. Ce n'est pas de la budgétisation, mais ça commence à y ressembler beaucoup. Et là, de nouveau, le robinet est beaucoup plus sévèrement contrôlé par l'État. C'est moins favorable aux PME ou aux TPE que les grands groupes qui savent mieux appréhender ces logiques d'appel à projet. Et ça favorise des insiders qui sont plus proches de la source d'information et du moment où l'appel à projet va être lancé. Donc ça, c'est des vrais soucis et il va falloir qu'on mette de l'énergie dans les semaines et les mois qui viennent pour regarder cela. Voilà.
alors, je suis sorti du PLF 2023, mais comme on a réglé le problème du calendrier, enfin, de l'échéance de la défiscalisation, et le gouvernement d'ailleurs pouvait être d'autant tenté de rassurer sur l'échéance qu'il peut avoir envie de rentrer dans le débat de fond sur c'est quoi la défiscalisation. Voilà, je ne sais pas sur ce point, peut-être on peut. C'est curieux cette volonté, de vouloir peut-être rajouter des avis, notamment dans des projets de transition, etc. Parce qu'on a eu un courrier qui a été envoyé il n'y a pas longtemps, notamment des préfets direct. Le courrier qui était signé par Macron, il y avait aussi le maire et les Chines qui raccourcir tout. En même temps, là, on peut peut-être rajouter des avis supplémentaires avec tout ce Donc ça demande une grande attention. Enfin, le fait que cet amendement d'avis supplémentaire ait été porté par le rapporteur, enfin, soutenu par le rapporteur général du budget et le parlementaire leader de Renaissance, République en marche à l'Assemblée, lui donner un certain poids, quoi. Et d'ailleurs, il a été voté, il n'a pas été maintenu ensuite dans le cadre 43, mais il a été voté. Voilà. Non, pardon, il a été voté en commission. Il a été voté en commission. Sur ce point, je ne sais pas si. Ok. Ensuite, sur les différents thèmes de discussion de portée illégale, toutes les questions d'intégration du foncier dans la base éligible de défiscalisation dans le cadre des travaux de rénovation et de réhabilitation, non seulement des friches hôtelières, mais aussi d'autres investissements productifs. On a sur ce sujet, et on a eu encore au banc du gouvernement cette fois-ci, des propos rassurants du gouvernement. Nous, on a stimulé des amendements là-dessus. On nous explique que ça doit pouvoir évoluer non pas par voie d'amendement, mais simplement par précision de la doctrine fiscale, sauf que ces précisions aujourd'hui ne sont pas arrivées et qu'on avait entendu les mêmes propos sympathiques l'an dernier. Le propos de cette année a comme avantage, de confirmer celui de l'an dernier, d'avoir été plus clair de la part du gouvernement que l'an dernier, et par ailleurs d'être allé au-delà des seules friches hôtelières. C'est un point important, en plus ça nous paraît un point cohérent en termes de transition écologique, et de dire, enfin, c'est parfait le débat sur la zéro artificialisation nette et des choses comme ça, de dire qu'il est important d'encourager aussi la reconversion des friches hôtelières. Mais donc là, on a eu une réponse rassurante du gouvernement au banc, mais sans engagement, sans disposition législative, avec qui ressemble tout à beaucoup à un engagement de principe. Et on aimerait bien qu'il y ait une circulaire ou des éléments de doctrine fiscale, des précisions apportées au bulletin officiel des finances publiques qui clarifient les choses et rassurent les investisseurs, parce que je pense qu'une déclaration du gouvernement au banc, ça ne suffit pas pour fixer la position d'un investisseur et éventuellement de ses financeurs. Un sujet, là aussi, sur lesquels, alors, maintenant je vous présente des sujets sur lesquels on n'a pas avancé à ce stade, mais qu'on souhaite que le débat se poursuive dans la suite de la discussion législative, c'est la prise en compte du photovoltaïque. Se poursuit dans la suite de la discussion législative, soit en première partie au Sénat, soit, comme je vous le disais tout à l'heure, en deuxième partie à l'Assemblée, à effet année 2024, mais en essayant de faire en sorte que ce soit voté dès maintenant. C'est la question de la défiscalisation, de la réintégration du photovoltaïque dans la défiscalisation. Le photovoltaïque qui a longtemps été intégré, il a été retiré et on plaide pour sa réintégration, en particulier lorsqu'il s'agirait de photovoltaïque intégré au processus industriel. Aujourd'hui, on se trouve dans la situation paradoxale où un équipement énergétique émetteur de CO2 intégré à un investissement industriel et, si je ne dis pas de bêtises,
dans la base de la défiscalisation, alors que du solaire photovoltaïque intégré dans le projet industriel est sorti dans le projet d'investissement productif, est sorti de l'investissement productif pour la défiscalisation. Quand on dit ça, tout le monde comprend que c'est absurde, mais il y a probablement eu à un moment, c'est pour ça que ça en avait été sorti, sur le photovoltaïque, des abus, peut-être des surfacturations pas très éloignées de ce qui est évoqué sur le chauffe-eau solaire. Il y a une odeur de soufre un peu sur ce point. Deuxièmement, globalement sur le photovoltaïque, vous vous souvenez du débat il y a une paire d'années sur les tarifs de rachat. Et par ailleurs, la Creux, et il ne faut pas oublier que l'actuel ministre délégué aux Outre-mer est l'ancien président de la Creux, n'est pas très fanat photovoltaïque Outre-mer. Enfin, même franchement, en tout cas à l'époque Carinco, franchement négative dans une séquence récente sur le photovoltaïque Outre-mer. Donc, c'est un combat qui n'est pas gagné. Mais quand on donne ces exemples, on était chez Lamoiseau hier matin, voilà, sur un investissement industriel. Il y a des arguments sur Non, ce que je viens de dire, à mon avis, c'est une prévention. Il y a éventuellement des arguments de réseau, mais si on est. C'est pour ça qu'il y a plusieurs manières d'aborder le sujet. Peut-être qu'on peut l'aborder uniquement sur le photovoltaïque industriel en autoconsommation. Auquel cas, à mon avis, il n'y a pas beaucoup d'arguments. Il y a des arguments que EDF, par exemple, peut porter sur les problèmes d'équilibrage du réseau par rapport au photovoltaïque. Voilà. Sur les réseaux insulaires, c'est essentiellement le développement photovoltaïque, du réseau, gestion du réseau, c'est la pénétration des. Par ailleurs, Mais l'autoconso, c'est un autre. la consommation industrielle, à mon avis, partout sur le terrain. Et il faut savoir si on est dans l'engagement de CO2, dans les DOM, essentiellement EDF, c'est un fuel. Sur la partie dégagement CO2, tout ce qui ne sera pas produit à partir d'une énergie fossile, regarde le bilan CO2. Non, mais c'est étonnant que la Creux. parce que je pense que la Creux n'était pas rentrée dans l'idée de spécifier sur l'industriel en autoconsommation jusqu'à présent. Nous-mêmes, d'ailleurs, on a petit à petit rétréci, enfin, on peut avoir des amendements plus ambitieux, des amendements repris, on a un peu rétréci. Par exemple, consommation électrique. Et Saint-Barthélemy, ce n'est pas le pic de consommation, mais ils ont un pic de consommation. Saint-Barthélemy, ça commence à 10 heures. Et puis, ces villes-là qui sont, etc. Et donc là, passer au solaire pour fournir la journée, c'est autant de consommation. Donc, c'est sûr qu'il y a la pointe qui peut arriver. Pour le matériel, vous pouvez passer la pointe. Donc, il faut dire qu'il y avait aussi à mettre des fermes solaires sur des terrains agricoles. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est la vente à EDF à travers des contrats. Est-ce qu'on voit bien un peu comme ce que j'ai dit tout à l'heure sur la fiscalisation de manière globale, c'est quelques dérives, quelques abus ou quelques points de fixation de critique qui risquent de tout disqualifier. Il faut qu'on assume de rentrer un peu dans le détail. Dans les débats parlementaires, on a souhaité porter, ça concerne les collectivités d'outre-mer et pas les DOM, mais c'est intéressant d'évoquer cet exemple, des dispositions pour augmenter le plafond de la base éligible des travaux de rénovation dans les logements sociaux. Et c'est un problème qu'on peut avoir partout, y compris ici d'ailleurs, qui est une juste évaluation. Alors, moi, je ne suis pas capable de dire ce qui est juste, et Françoise est savante sur les questions de logement, mais quand on rentre sur la rénovation, on a parlé rénovation, quand on rentre sur la rénovation, c'est quoi le niveau raisonnable des travaux de rénovation?
Et ça, on a besoin de données. Et par exemple, alors je redis que ça concerne les COM, mais la problématique est intéressante à entendre. Nos amis des COM nous disent qu'il faut que le plafond soit passé de 50 000 € à 150 000 €. Et en effet, dans certains cas, le parc de logements sociaux existant est inadapté. Par exemple, en Nouvelle-Calédonie, il est inadapté au mode de vie de population essentiellement d'origine kanak qui est dans les logements sociaux, alors que les logements sociaux ont été conçus il y a 20 ou 30 ans sur des modèles assez largement européens. En termes d'espace de vie collective, etc., tout ça ne fonctionne pas. Nous, à ce stade, et c'est la demande que fait la FEDOM sur ce sujet, mais ça peut être d'autres sujets sur lesquels vous sollicitez vous, on a besoin d'éléments démonstratifs pour plaider les choses. Il ne suffit pas qu'on dise qu'il faut passer de 50 à 150 pour être entendu. C'est assez évident. Et ensuite, on nous dit, ah, ben, c'est pas ce que dit le ministère du Logement, etc. Donc, un, il faut qu'on aille voir le ministère du Logement proprement, mais deux, il faut qu'on aille voir le ministère du Logement avec des démonstrations. Alors, nous, on a les chiffres. Ouais. On a les chiffres, en tout cas pour la maintenant, d'ailleurs, on a les chiffres pour tous les DOM. C'est vrai qu'on est entre 60 et 90 000 € par logement, simplement parce qu'en fait, très souvent, on doit faire du confortement parasismique qui coûte très cher. Et cette opération-là est une opération lourde à mener, confortement parasismique à mener de front avec la rénovation standard, les salles de bain, et tout le reste. Et ça coûte très cher. Donc, on est entre 60 et 90 000 €. Je vous donnerai le chiffre exact. Par logement. Oui, je veux bien. Si on peut avoir les fiches là-dessus, vous avez ça par sur le logement, j'imagine. On est preneur, y compris de décomposition. Parce que, un, il faut qu'on voit le ministère du Logement là-dessus. Globalement, c'est mon approche, c'est de dire que la FEDOM a besoin d'avoir davantage de relations avec le ministère technique. Parce que, même s'ils ne prennent pas la décision politique, et ensuite, nous, il faut qu'on tire la décision politique. Et il y a tout de même une instruction technique qui est faite à ce niveau-là. Et il faut qu'on n'arrive pas juste avec notre sourire, on comprend. Il y a un point sur lequel on n'a pas avancé pour l'instant, mais qui est à poursuivre, et aussi avec les mondes économiques et les parlementaires corses. Et j'en ai parlé au président du groupe Horizon, le député de Corse, Marc Angéli, qui est sensible à ça, et l'amélioration de l'attractivité des FIP outre-mer. Les FIP outre-mer ont perdu en attractivité du fait de l'amélioration de l'attractivité des FIP généraux, et c'est le cas des FIP outre-mer, et les questions comme des FIP, non mais c'est le cas des FIP outre-mer comme des FIP corse. Et là, quand on dit qu'il y a un enjeu sur les fonds propres outre-mer, les interlocuteurs en général nous disent oui, mais on n'a pas réussi à pousser le sujet jusqu'au résultat. Seconde. Daniel Lantin, tu nous entends? Daniel, tu es là? Je suis là, oui. Ouais, sur le sujet des FIP, quelle est ta vision sur l'attractivité et le fonctionnement des FIP outre-mer? Je crois que ce qui a été dit, c'est important, c'est qu'il faut qu'il y ait un différentiel entre le niveau de réduction d'impôt qui est accordé aux FIP sur l'ensemble du territoire et les FIP outre-mer. Parce que je crois qu'il y a un risque qui est plus important sur l'outre-mer. Il faut pouvoir préserver ce différentiel de réduction d'impôt. Je crois que ça, c'est vraiment important. OK. Alors, et on propose de le faire pour des raisons techniques et liées à des contraintes européennes, non pas par l'augmentation du taux, ça je comprends que ça n'est pas possible, mais par l'augmentation de la base. Et c'est l'idée. Je pense que c'est le genre d'amendement sur lequel on peut réussir à un moment, mais le gouvernement dose ses efforts. Et sur la base, Olivier Servat avait déjà fait un travail d'extension de la base qui était maintenant. Avant, le FIP, c'était éligible seulement au secteur qui était éligible à la défiscalisation. Et ça a été supprimé, cette restriction-là. Maintenant, c'est éligible de façon beaucoup plus large. Donc ça, c'est déjà un bon point. Oui, mais alors, je n'ai pas les données précises sous la main, mais l'idée, c'est qu'aujourd'hui, l'avantage sur le FIP, c'est un pourcentage d'un pourcentage de l'investissement. On ne peut pas diminuer le pourcentage
la base n'est pas prise dans sa totalité. On prend, donc l'extension que vous dites est exacte, mais on prend qu'un certain pourcentage de cette base. Et à cette base réduite, on applique le pourcentage, lui, qui est borné sur le plan européen, de la déduction FIP. On ne peut pas jouer sur ce pourcentage de déduction FIP, on peut jouer sur la base d'investissement retenu, le montant de l'investissement retenu, qui aujourd'hui est l'inné. D'accord, enfin, il y a encore du travail sur ça, enfin, effectivement. Voilà. Ouais. Tout à fait. Oui. Je voulais juste poser une question à Jacques. Allez-y. Parce qu'en fait, tu évoques effectivement, dans le cadre de la rénovation, le surenchérissement du coût consécutif au confortement parasismique. Moi, je voulais savoir si vous aviez quelle était votre analyse de l'impact éventuel de l'impact du futur diagnostic de performance énergétique qui, à ce que l'on sache aujourd'hui, sera mise en œuvre le 1er juillet 2023 et opposable le 1er juillet 2024. Sachant que, aujourd'hui, en tout cas, à La Réunion, ce qu'on nous dit, c'est que ça risque de disqualifier une bonne partie du parc locatif existant parce que les travaux de maîtrise de l'énergie dans le logement n'ont pas été menés, et donc on va se retrouver en carence de logement. Et donc, là où le ministère dit, ce que j'expliquais hier, il compense les chiffres de non-construction de logement neuf en disant on fait de la réhab. Et si la réhab elle-même est, je dirais, stressée par des coûts liés à ce DPE, ça risque d'être encore, non seulement de surenchérir le coût, mais de diminuer le nombre d'opérations réalisées. Donc, c'est tout à fait vrai. Voilà. On est dans cette problématique et pour l'instant, on n'a pas le choix. On avance, tous les programmes, toutes les réhab sont lancés et on verra bien comment ça va évoluer. Mais c'est vrai que c'est central. Est-ce que vous, les professionnels du logement, vous êtes informés de la manière dont justement la rédaction sous DPE se réalise? Je ne sais pas à ma connaissance, à date, mais je sais qu'on en parle beaucoup. D'accord, parce que nous, l'information qu'on a, c'est que c'est la DHUP qui a évidemment sous-traité au CSTB la rédaction au départ d'une page blanche, alors que ici, sauf erreur de ma part, vous avez une RPG dans laquelle il existait un DPE. Il existe un DPE. Que par ailleurs, à La Réunion, il y a un dispositif qui, eux, n'ont pas la Réunion n'est pas habilitée, mais ici, mais ils avaient quand même mené un travail spécifique aux problématiques locales qui avait vocation à évoluer et à intégrer dans le prochain DPE. On leur dit, si je peux rien avoir, on se trouve à zéro. Donc voilà, est-ce que c'est un processus pour lequel l'ADEAL vous donne des informations? Moi, mon sentiment, c'est qu'il y a beaucoup moins d'enjeux en métropole. Il n'y a pas de confort. Il y a des enjeux de confort. Il faut que les logements soient confortables. Ça peut poser des problèmes dans des conceptions anciennes ou des blocs qui étaient très peu ventilés. Mais en réhabilitation, ça peut poser souci si on se dirige vers une climatisation des logements. Là, effectivement, il faut mettre de l'isolation, il faut mettre de la protection, etc. Et si on reste sur de la ventilation naturelle? Sinon, si c'est que de la ventilation, c'est du confort et l'enjeu, c'est donc pas au DPE, mais bon. Disons qu'ici, on arrive plus facilement à faire des logements classés A, B ou C que comme ça. Ça va dépendre des seuils qui vont être. Oui. Y compris pour ce qui est des établissements. On n'a absolument pas les seuils. On a simplement des réductions qui sont attendues et pas encore les seuils. Dans un des points de débat qui nous paraît important avant la fin du processus législatif, ce serait que puisse être intégré une disposition, un amendement permettant que le crédit d'impôt en faveur des investissements productifs
puisse encore bénéficier jusqu'en 2024 aux entreprises en difficulté. Ça, c'est une disposition exceptionnelle qui avait été mise en œuvre dans le cadre de la crise Covid, qui arrive à son terme. On souhaiterait qu'elle soit prolongée. Nous pensons que c'est de nature, entre autres, à faciliter des aides dont peuvent avoir besoin les compagnies aériennes, Corsair, Air Austral et peut-être Air Caraïbes. Le gouvernement, enfin les cabinets nous ont répondu que dans certains cas, s'agissant d'abandon de créances, on ne pouvait pas, je trouve le raisonnement assez court pour vous dire, comme il s'agirait pour certains cas d'abandon de créances, il ne serait pas nécessaire de faire jouer possibilité exceptionnelle d'apporter une aide à une entreprise en difficulté. On n'est pas sûr du tout de cette analyse. Deuxièmement, on n'est pas sûr de cette analyse, on n'est pas sûr que la Commission européenne partagerait cette analyse, et y compris en termes d'égalité entre les différentes compagnies, on n'est pas sûr que la seule entrée dans le sujet doive être des abandons de créances. Donc là, on est sur des sommes importantes, sur des sujets importants, sur lesquels la discussion doit se poursuivre. Et aujourd'hui, on nous dit, vous avez raison, il faut qu'on puisse les aider, mais on n'a pas besoin de dispositions législatives. C'est un point, tout à l'heure, je l'ai dit pour la question des friches. Il peut y avoir une tendance parfois à nous répondre, vous avez raison, on n'a pas besoin de dispositions législatives. Pour ça, qu'il ne se passe rien, parce qu'en vérité, sans couverture législative, il n'est peut-être pas si facile d'avancer que ça. Et puis, quelle est la qualité exacte, quelle est l'autorité exacte de la personne qui nous a répondu? Là, par exemple, la réponse qu'on a obtenue, un membre certes estimable du cabinet de M. Carico, qui a sans doute concerté avec ses collègues des finances, mais ça ne les engage pas. Ça engage encore moins l'administration des finances. Donc, on est prudent face à ce type d'affichage. En tout cas, dans les débats budgétaires, vraiment pour 2013-2023, cette question du crédit d'impôt en faveur des investissements productifs des compagnies aériennes, les compagnies aériennes peuvent se trouver en difficulté. Elles ont aussi des besoins d'investissement en matériel neuf. Donc, il faut articuler ces différents éléments où elles ont, dans certains cas, fait des investissements assez récents ou ont des commandes auprès des transporteurs. Il y a plein de petits sujets sur lesquels je ne vais peut-être pas vous noyer. Quelques exemples qui méritent tout de même d'être cités, qui est un vieux sujet, mais qui nous paraît avoir du sens, qui est une intégration de l'ensemble des secteurs industriels dans les abattements fiscaux majorés des SFANG. C'est la question de l'intégration du nautisme. On était sur le port tout à l'heure, on a évoqué pendant le passage en Zodiac dans le port les enjeux de préparation, y compris dans le domaine de la plaisance, de la grosse plaisance, qui peuvent être des enjeux économiques intéressants. Un amendement, pour le coup, en crédit, qui permettrait d'abonder l'enveloppe des contrats quorum. Le problème des délais de paiement est tout de même un problème lourd pour pas mal d'entreprises outre-mer. Ce qu'on constate, c'est que les contrats quorum, on avait fait quelques analyses sur la situation en Martinique. Les contrats quorum, là où ils ont été mis en œuvre, assez peu nombreux en vérité, ont tout de même permis d'améliorer significativement les conditions des délais de paiement. Aujourd'hui, l'État, sur le nombre de contrats de quorum, bute sur la suffisance des moyens qu'il a à disposition pour déployer d'autres contrats quorum. Donc, il me paraîtrait que cela pourrait avoir du sens. Est-ce que tu me permets de faire une petite, à ce stade-là, pour ne pas oublier, pour porter à ton attention, et je ne sais pas si c'est la même chose dans les autres territoires, que nous, on a une recrudescence pour la problématique des délais de paiement, on a une recrudescence des amendes infligées aux entreprises sur examen de leur délai de paiement par la interentreprise, par la DGCR. Non, il y a un paquet d'entreprises qui ont des inspections CRF. Ah oui, d'accord. Sur les... Et
qui porte très souvent sur, notamment sur les délais de transport. Et là-dessus, il y a quelque chose qui serait intéressant. C'est qu'en fait, actuellement, le délai, et s'il y a des spécialistes peut-être qui pourront, mais en fait, elles sont intransigeantes sur le délai de transport de 30 jours. Or, il y a plein de dérogations en France, dans l'Hexagone, dans plein de métiers, où le délai de 30 jours, il peut être pris, ça peut être 30 jours fin de mois. Enfin, nous, c'est 30 jours. Or, c'est 30 jours de date de facture, et en général, il y a le temps de mer qui est compté dedans. C'est-à-dire qu'en fait, la facture était mise au départ du bateau. Et en fait, nous, on a quand même 10 jours ou 15 jours de mer. Et donc, quand le bateau part. Et donc, il y aurait une évolution à faire, une réflexion à mener pour que la facturation du transport, que les 30 jours soient comptés à la date d'arrivée du bateau à son port de destination. Du moins, il semblait qu'il Vous pouvez nous passer une petite note là-dessus? Ouais, on interpelle la DGCRF. il semblait qu'à l'époque, quand on avait parlé dans le cadre de la LME, non, la loi de modernisation de l'économie, non, c'était. On est d'accord là-dessus, c'est pas de bêtises. En fait, il y avait un premier texte qui ne concernait que les transports. Et derrière, il y a une loi générale sur les délais de paiement. Et c'est dans cette loi qu'on n'a pas tenu compte des systèmes. Donc, la loi dit 30 jours. Voilà. Et donc, les agents ici qui sont particulièrement aidés, c'est poli, comme s'il n'y avait rien d'autre. Donc, on est dans juste donc, ils font des contrôles et ne font pas le temps de mer. Et donc, on est dans un vrai paradoxe. Oui, il y a des gens qui ont eu des amendes. Il y a de vraies amendes et ça travaille de partout, alors que pour les collectivités locales, le montant des impayés ne cesse de gonfler. Donc c'est quand même c'est paradoxal. Ça, je reçu. Donc moi, je suis preneur d'une note qui m'interpelle la DGCRF à votre disposition. Oui, tu veux intervenir, Laurent? Si je peux me permettre de rajouter, effectivement, dans le secteur du BTP, où une grosse partie vient de la commande publique, cette commande est payée avec des délais qui n'ont rien à voir avec 30 ou 60 jours, hein, avec des délais qui sont très importants, et c'est toute la filière qui aujourd'hui tient des délais, parce que l'entreprise qui reçoit le paiement, si elle n'a pas eu le paiement des collectivités, elle se reporte vers ses fournisseurs, qui les accompagnent, qui font un peu le rôle de banquier. Et moi, je suis bien au fait de ce sujet-là. On a subi des contrôles, ils sont intransigeants. En plus, sur la période Covid, alors même que la doctrine de l'État était de décaler les loyers, etc. Et quand on explique à la DGCRF que en fait, les collectivités payent très mal, ils nous répondent qu'ils ne sont pas là pour contrôler les collectivités, mais les entreprises. Donc, c'est vrai qu'on a un vrai problème dans cette partie, notamment, je pense. Je parle pour le BTP parce que c'est peut-être une partie que je connais un peu mieux, mais c'est peut-être vrai pour d'autres secteurs d'activité. Mais dans le BTP, c'est assez complexe. Les bailleurs sociaux payent parfois en retard parce qu'eux-mêmes ne sont pas payés à temps et il y a toute une chaîne qui en subit des conséquences. On voit le préfet demain, on évoquera avec le préfet, mais on saisira aussi la DGCRF là-dessus sur une note. Vous avez la gentillesse, ça, c'est bien. Alors, j'ai eu là-dessus, sur ce sujet-là, j'ai eu des collègues. Une dizaine de jours. La semaine dernière, on avait une réunion comme ça, et apparemment, à la réunion, la n'a pas de but. D'accord. Je ne sais pas compte. C'est ça qui me semblait, parce qu'à la réunion, moi je me souviens, lorsqu'il y avait eu la loi LME, et il y avait eu, me semble-t-il, un délai qui avait été accordé pour prendre en considération le délai de transport. Sur la loi, c'est sur un texte qui existait avant pour les transports, qui avait été fait pour ça. Et ça mérite Et dans ce texte-là, pas dans la loi. Ok, on va travailler là-dessus. Un point qui est utile, sur lequel Jacques a su, on était aussi signataire d'un courrier que Laurent vous a adressé, sur la question des dépôts des comptes au greffe, sur lequel il y avait une situation spécifique en Guadeloupe,
avec des refus de remboursement de crédit d'impôt liés au motif de dépôt de compte tardif, situation assez spécifique à la Guadeloupe, sur lesquelles donc on a reçu une position de la DGFiP qui indique très clairement un souhait de souplesse sur ce terrain-là. Voilà. Donc, c'est important. Laurent vous a apporté tous les détails là-dessus. Ça remonte à quand ça? L'information a été transmise aux services fiscaux locaux. C'est quoi, le mois dernier? Ou Isabelle, vous avez des infos là-dessus? Effectivement, ça fait 2 mois qu'on en a parlé puisque j'ai interpellé Laurent Redoux sur le sujet. Moi, j'avais écrit au ministre en avril, oui. Et il m'a effectivement confirmé qu'il y a une circulaire qui va être transmise à la DRFiP locale suite à une position de PSI. Et le seul point qui me dérange un peu, c'est que ça concerne que le CIOP, alors qu'on a des redressements fiscaux ici qui sont sur des sujets de défiscalisation classique, déduction fiscale à l'IS ou déduction d'impôt. Ou pareil, il y a des problématiques de retard de dépôt des comptes annuels. Et dans le cadre des redressements, c'était la fisc correspond. Donc, j'ai convenu avec Laurent que je lui fasse un topo sur ce sujet. Oh, bien. Parce qu'effectivement, sur le CIOP, c'est une très belle avancée de votre part. C'est rassurant parce qu'il y avait des CIOP assez importants en cours qui étaient bloqués à cause de ce sujet-là. On a reçu la réponse le 21 octobre. Simplement, ça ne vise pas tous les autres mécanismes de défiscalisation pour lesquels il y a des redressements. On n'est pas dans une demande de remboursement de crédit d'impôt, mais on est sur un redressement où l'administration fiscale constate posteriori qu'à la date de l'investissement, les comptes annuels n'étaient pas déposés. Ceci dit, je ne comprends pas la difficulté de déposer les comptes annuels, sauf s'il n'existe pas. Ça, c'est un autre sujet. Parce que le fait de ne pas déposer, de demander une tolérance pour ceux qui ne déposent pas, met en concurrence déloyale ceux qui le déposent. Moi, j'ai une problématique avec mes concurrents, ceux qui ne déposent pas. Alors, est-ce que je dois faire comme eux ou pas? Mais soit la loi est applicable, soit elle n'est pas applicable. Mais je ne comprends pas de lier les fiscs, le fait de déposer ou pas déposer ses comptes. Il faut trouver un autre prétexte, même pas celui de déposer les comptes. Et puis rendre les comptes obligatoirement déposables, parce qu'on a du n'importe quoi. Ah, ils sont obligatoires, enfin, ils peuvent être déposés. Le dépôt est obligatoire. Le dépôt est obligatoire. Oui, mais il faut que les sanctions ne soient pas à la tête du client. Il faut que tout le monde soit sanctionné ou personne n'est sanctionné. Bon, ça, je vous laisse nous dire un peu dans quel sens vous voyez les choses. Sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, il ne nous semble pas qu'il y ait d'évolution majeure cette année. Parmi les sujets qui sont évoqués, il y en a un que l'on... Alors, il y a plusieurs sujets qu'on porte. Il y en a un qui est sur le 3e étage, c'est ça, de l'EDEOM? 4e étage de l'EDEOM, la question de la réduction de charges sociales pour des emplois d'ingénieurs contribuant à un projet innovant. Le dispositif est très peu sollicité parce que les entreprises ne veulent pas, sauf qu'à ce qu'on comprend, ne veulent pas prendre le risque d'une requalification. C'est quoi un projet innovant? Alors, on en a parlé à la fois lors de rencontre avec le directeur général des finances publiques et avec la directrice générale des Outre-mer un peu après. Il y a 2 questions. D'abord, en termes de public, ça peut sans doute être un peu élargi, pas restreint à l'ingénieur. Il y a aujourd'hui un certain nombre de docteurs sur le marché du travail dans des disciplines dures. Et donc, là, c'est sans doute des extensions, peut-être concevoir des extensions de toute manière, probablement imaginer que le public des salariés, des collaborateurs concernés soit un peu étendu. Ensuite, comment est-ce qu'on précise le concept de projet innovant sans trop fermer, mais en étant assez protecteur des entreprises?
l'URSSAF ne donne pas de rescrit là-dessus. Enfin, il y a le CGSS, il y a une véritable difficulté de principe. Donc, tout est à la recherche d'une meilleure rédaction dans la partie française. Deuxième sujet sur le BTP, qui est une demande qui vient plutôt de la Réunion pour le coup, qui est le souhait d'être mieux pris en compte dans le cadre de, là aussi, de la LODEOM. Le principe historiquement, pour Françoise, c'est de considérer que le BTP est éventuellement moins concurrencé outre-mer, ne sont pas dans des conditions de concurrence aussi défavorables que une production industrielle. Donc, il y a des efforts qui sont faits dans un secteur, il n'avait pas d'essayer dans un autre. En tout cas, ce qu'on a imaginé, c'est de plaider, mais pour l'instant, on n'a pas obtenu le débat du LFSS. De nouveau, il y a eu un 49.3 sur le LFSS, donc on n'a pas obtenu cette discussion là-dessus, à poursuivre dans les discussions au Sénat et sur la deuxième partie, et d'imaginer, plaider que le BTP ait le même traitement dans le cadre de la LODEOM que l'industrie. Le combat n'est pas gagné d'avance. Il n'y a pas sans renforcer? Oui. D'accord. Mais pendant une période. Alors, j'allais y venir. Que ça passe en renforcer de manière pérenne, je pense que ce n'est pas facile à gagner. Peut-être que j'ai tort, mais voilà, on voit bien les considérations qui peuvent amener à ce que ce ne soit pas en renforcé. L'idée serait de plaider sur la période de crise actuelle, enchérissant des matériaux, climat global de crise économique, pour demander le passage en renforcé sur une petite période déterminée à venir. Voilà. Un des indicateurs mis en avant par le BTP La Réunion est la baisse du chiffre d'affaires par salarié qui est continue depuis au moins 5 ou 10 ans. Donc, mémoire, je crois que c'était 87 000 € par salarié. Aujourd'hui, on est à 67 000. Donc, il y a une baisse significative et continue du CA par salarié. Donc, ça, c'est un indicateur qui est extrêmement intéressant. S'il est disponible, ici, nous, on est prêts. Parce que vous avez terminé la fameuse route et que derrière. Non, parce qu'en fait, c'était le même problème en 2008. Est-ce qu'elle est vraiment terminée? Non, il y a une tranche qui est terminée. Non, mais l'impact des grands travaux n'était pas significatif en termes d'emploi. C'était ce qui s'était passé en 2008, lorsqu'on est passé, il y a eu une chute brutale des effectifs, on est passé de 24 000 en 2008, c'était l'année d'après à 17 000, et c'était lié à la fin présumée de la Girardin. L'impact des grands travaux à l'époque était la fin du tram-train et la fin de l'autre. N'était pas significatif. Donc, en tout cas, voilà, c'est l'argument qu'on était du BTP Réunion, on avance, enfin, ils avancent, pour notamment étayer cette demande de mise en situation de compétitivité renforcée pendant un moment, une sorte de permettre à l'entreprise de reprendre un peu leur. Alors, deux choses. Un, quel est le montant? Est-ce que vous avez chiffré l'enveloppe que ça représente, en fait, de dépenses, hein, de manque à gagner, j'allais dire, sur le BTP? Et la deuxième chose, attention, parce que nous, l'État, en tout cas, a le sentiment, et je parle sous le contrôle des acteurs du BTP, hein, ce qu'on nous remonte, en tout cas en local en Guadeloupe, c'est qu'avec le plan de relance, il y a, allez, je ne vais pas dire surchauffe, mais il y a une crainte que les entreprises aient du mal à suivre les travaux du plan de relance de l'État. Et ça, c'est un discours. Comment? Ça, c'est le plan de relance. Le plan de relance. Et ça, c'est un discours. Oui, Laurent? On ne peut pas accepter ce commentaire. Ça fait 15 ans qu'il y a 15 ans, ils avaient une crainte qu'il y ait de la surchauffe. La réalité, c'est que le marché baisse en continu. Donc, je suis entièrement d'accord avec toi, mais ça, c'est aussi un message qu'il faut que la FRBTP porte ce message-là fort. Il faut qu'on soit nombreux et la CERC également. Moi, je plaide pour ça parce que ça me fait. Moi, je monte au plafond chaque fois que j'entends ça. Mais voilà, c'est le sentiment qui chaque fois me dit ah mais oui, mais est-ce que les entreprises locales vont pouvoir suivre
le rythme des travaux plan de relance. Nous, on a entendu pire. On a entendu au niveau de la DGEM, la position est de dire, en particulier à La Réunion, on disait particulièrement à La Réunion, en fait, les entreprises, effectivement, vu la surchauffe, se partagent le marché, s'entendent et s'entendent sur la surenchère. Alors que le nombre d'acteurs diminue. Le jour du BTP, il y en avait 3, plus de 2. Les gens, ils n'arrêtent pas de travailler pour le plaisir, c'est parce que sinon, il n'y a pas d'activité. Donc, c'est quelque chose qui est peut-être dit ici, mais qui est aussi affirmé les convictions au niveau de la DGOM, de savoir que les entreprises s'entendent, se partagent le gâteau et créent la communauté. Alors, pour finir et clôturer, mais c'est exactement ça. Moi, on m'a parlé de cartélisation des entreprises et des entreprises et des distributeurs de matériaux des DOM. J'ai trouvé ça et que l'État n'était pas là pour financer les 4x4 de ces messieurs du BTP. Juste la caricature. Oui. Et voilà, ça c'est discours de la DGOM. Oui, mais c'est à cela, effectivement, qu'on avait. Et je peux te dire que c'est monté, ça a été très, très, très chaud parce que c'est un scandale d'entendre ça, c'est un vrai scandale. Mais c'est la réalité de ce qu'ils pensent. Je vous donne 4 chiffres. Hein. La réalité en Guadeloupe, sur les 9 premiers mois de l'année, c'est moins 7% par rapport à l'année dernière. En Martinique, c'est moins 6%. Et par rapport à 2008, global, donc c'est-à-dire à la fois le diffus, le béton, le parpaing, le bloc. Et juste pour vous donner une idée par rapport à 2008, hein, qui était la dernière année avant une succession de crises, on est à moins 25% en Guadeloupe et on est à moins 44% en Martinique. Donc la surchauffe, elle est très loin. Ça, c'est vraiment des chiffres, Laurent, qu'il faut qu'on ait, hein, parce que moi, je te dis, l'argument que je pose toujours à la DGEM, c'est de dire, explique-moi alors pourquoi les entreprises, ça ne les amuse pas de voir leur chiffre d'affaires par salarié baisser dans des proportions pareilles, quoi, des 20%. Je te les envoie tout de suite par email. Ça, je veux bien, merci beaucoup. De manière globale, on a besoin de chiffres. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment important pour nous d'avoir une donnée, soit synthétique, soit des cas qui nous permettent, sur la base d'études de cas, de muscler nos défenses et nos offensives. Alors, sur le montant, c'était la question de Jacques, mais je n'ai pas la réponse ça, sur l'extension sur une certaine durée, combien ça coûte par année d'intégrer le BTP dans le régime de la... Il me semble que Anthony Lebon avait évoqué un chiffre sur GET. Je reviendrai vers vous là-dessus. Et donc, c'est une demande. Pour clore ce sujet BTP, j'ai quand même une dernière question. Quid de notre fonds qui devait être abondé par l'arrêt de la TVA NPR? Bon, mais c'est un débat qui a été autour du FDOM et ensuite des PDOM, des pays de développement d'outre-mer. C'est un débat qu'on a beaucoup poussé l'an dernier, pas de la même manière cette année. Le ministre Cornu avait fait une démonstration un peu acrobatique pour expliquer que tout l'argent était au rendez-vous. Cette démonstration ne tenait pas debout. La réalité, c'est en effet dans le paysage, c'est dans la colonne des gages à évoquer, mais il n'y a pas d'avancée là-dessus cette année. Il y a un point sur lequel notre attention a été attirée, j'imagine, par vous, des collègues à vous, peut-être sur d'autres territoires, qui est parce que les conditions de gestion des CGSS peuvent peut-être compliquer les choses. C'est une disposition à l'article 37 du PLFSS où le gouvernement demande aux employeurs la surrogation en matière de congé de maternité et de paternité. Estimant que les CGSS mettent trop de temps à indemniser les salariés bénéficiaires. Et donc, le gouvernement prévoit pour que ce soit les entreprises qui payent directement le salarié. Et compte tenu du fonctionnement des CGSS, on craint juste que vous mettiez un peu de temps à rentrer dans vos flux. Oui, encore plus de temps. C'est incroyable. Voilà, incroyable. Donc, en tout cas, c'est un point qu'on souhaite porter dans la suite de la discussion. Est-ce que j'ai oublié des choses importantes? C'est les points principaux. Il y a des
Il y a des points par territoire qui peuvent concerner des choses assez pointues. Sur Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a des choses sur Mayotte, sur la préparation de la convergence, la convergence des régimes sociaux sur Mayotte qui demande un peu de travail en amont. Et puis un sujet sur lequel on essaye de chauffer un peu la sauce, qui est la question des charges sociales dans l'hôtellerie. Il y a un certain nombre d'acteurs économiques des Outre-mer qui nous ont demandé, d'adhérents de la FEDOM, qui nous ont demandé, la commission tourisme avait été saisie de cela, de réfléchir à un appui complémentaire permettant de diminuer les charges d'exploitation du secteur touristique, donc la question de la compétitivité du secteur touristique, dans les limites de ce que la Constitution peut permettre de faire, sur la part de cotisation patronale qui pourrait encore être diminuée, éventuellement un certain nombre de sujets sur des cotisations salariales. Donc il y a une étude qui a été faite par KPMG, à la demande de la FEDOM et d'un certain nombre de nos adhérents, qui, c'est une étude qu'on va diffuser le président, vice-président de la commission tourisme et un certain nombre de parties prenantes de la FEDOM. Pardon ? Oui, bon. Oui, tout à fait. Pour essayer d'évaluer, c'est l'idée de la démonstration qu'on nous a demandé de conduire avec KPMG pour essayer de démontrer combien une baisse des charges sociales dans le secteur du tourisme permettrait de provoquer d'investissements et potentiellement de création d'emplois. Là, on est vraiment très en amont. À ce stade de la discussion sur le PLFSS, on demande au gouvernement de faire une étude sur ce genre de sujet, tandis que nous, on a déjà notre propre. Ensuite, est-ce que c'est la stratégie touristique que l'exécutif voudra suivre? Ça, je ne sais rien. Donc, c'est là aussi l'enjeu est d'éveiller le débat à l'occasion du débat budgétaire 2023. S'il y a des décisions à prendre là-dessus, c'est probablement plutôt des décisions LFSS 2024. Voilà. Moi, je tiens l'attention, y compris sur notre travail à la FEDOM, sur le fait que le PLF, bien avant la discussion parlementaire, les grands arbitrages, ils sont faits le début et la fin de l'été, quoi. Mais ils sont pas faits à la fin de l'été, avant la fin août. C'est tout de même juin, juillet, août que ça se décide. Voilà. Je pense un peu plus en amont du processus, mais on a commencé de le faire cette année en allant voir le directeur général des finances publiques, par exemple, des rencontres que certains des collaborateurs de FEDOM ont eu avec ces noms-là, assez tôt dans le processus. C'est important. Ça m'avait frappé sur d'autres dossiers, quand on essaye de faire du lobbying parlementaire. Le sujet, c'est pas de le faire. Le sujet, c'est de le faire à un moment qui doit avoir le maximum d'impact et c'est tout aussi en amont possible. Voilà quelques points. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions, ceux qui sont notamment en visio, qu'on n'a peut-être pas vu pendant… Non, a priori, c'est très clair. En tout cas, on tenait à vous remercier pour votre… Oui. Avant de conclure, je voudrais vous dire à tous combien c'est important de participer. Il faut qu'on investisse les commissions de la FEDOM. Parce que les éléments là, notamment dans le BTP, il faut qu'on soit plus présent pour faire remonter les informations plus rapidement et voir tout de suite ce qui se passe. Parce que les échanges qui se font au sein des commissions sont très enrichissants et nous permettent de prendre le pouls aussi de ce qui se passe et de ne pas finalement avoir simplement une information qui arrive là. Merci beaucoup, Hervé. Mais en fait d'être partie prenante et de participer à la conversation. Donc, on peut relister les commissions. Oui, donc les commissions, j'allais évoquer ce point, l'importance que vous participiez aux commissions de la FEDOM, l'horaire moyen d'une commission de la FEDOM, au passage, ces choses pratiques ont leur importance, c'est en gros 15 heures en métropole et la durée d'une commission, c'est 1h30. Je pense que c'est intéressant. Il y a une commission économie qui est maintenant présidée par Jérôme Isotier, qui est à la Réunion. Il y a une commission tourisme dont la présidente est Karine Châtel,
Catherine Châtel de La Réunion et le vice-président qui est notre ami Pierre Collet. Il y a une commission numérique avec 2 coprésidents que sont Emmanuel Joseph, qui est le responsable du cluster numérique de la Martinique, de Martinique Tech, et Nicolas Maréchal de La Réunion. Il y a une commission verte et bleue, vert, écologie, énergie, bleu maritime, qui est présidée actuellement par Jacques Géraud de CMA-CGM pour la partie maritime et Frédéric Pidoc, président du MEDEF de Polynésie française et patron de CGLEC en Polynésie, étant entendu que Jacques Géraud quitte ses fonctions à CMA-CGM à la fin du mois. Il faudra donc que nous le remplacions. Il y a une commission BTP qui est présidée par BTP Logement, qui est présidée par Anthony Logon. Est-ce que j'ai cité? Et vous êtes bienvenus dans toutes ces commissions. Sachant que dans la commission économie fiscalité, il y aura la commission à proprement parler, et puis il y a un certain nombre de groupes de travail. Et puis, oui, bien sûr. On a déjà inscrit des commissions. Il y a quelques temps. Il faut s'inscrire aux commissions parce que c'est des moments d'échange. Mais je pense qu'on peut, voilà, je pense qu'on peut refaire une communication, sachant qu'il y a eu un peu de réorganisation dans les commissions, donc faire une communication, disons, ben voilà, je dirais d'une manière large. C'est ce qu'on a fait pour la première commission numérique. On a envoyé l'invitation à tous les adhérents, de façon à reconstituer la commission. Et on a fait la même chose avec la commission BTP Logement, on a envoyé l'invitation à tout le monde. On ne va pas le faire chaque fois parce qu'il ne faut pas noyer les gens dans les invitations. Mais bon, sachez qu'une commission, ce n'est pas un cercle privé. Donc, il n'y a aucune difficulté à l'intégrer à quelque moment que ce soit. Si l'information vous avez échappé, il y a une difficulté, un petit mail pour dire merci d'inscrire telle personne à telle commission, et ça se fait sans d'autres formes de procès. Hein, c'est pas... C'est vraiment important. Alors, je vous rappelle aussi que la FEDOM, à l'origine, c'est les MEDEF territoriaux et les FPI. Ce sont les fondateurs, finalement, historiques de la FEDOM. Et ça va nous permettre aussi, peut-être, en tout cas, d'avoir une vision transversale de tous les DOM sur un sujet très délicat qui sera abordé ou pas, mais qu'il faut quand même citer, parce que ça va être dans les ébauches et dans les travaux du gouvernement, c'est l'octroi de mer. Et donc, c'est aussi un endroit où on pourra échanger entre les DOM sur les visions et sur les éventuelles avancées ou propositions qu'on serait amené à faire. Hein, sous ton couvert, mais on sait que c'est un sujet délicat, n'empêche que c'est peut-être l'endroit où on peut faire converger des idées des différents territoires pour avancer sur le sujet. Sur le sujet de l'octroi de mer, qui a été évoqué dans le débat public à plusieurs reprises ces derniers mois, je pense que le gouvernement, assez sagement, n'a pas déterminé sa position. Sur la défiscalisation, l'idée qu'il y ait une priorité sur les transitions, je pense qu'elle est déterminée. Il ne faut pas que cette priorité devienne une exclusion, mais je pense que là, il y a un choix politique assez fort. Sur l'octroi de mer, le gouvernement, plutôt intelligemment, a arrêté sa position, mais il est titillé par le débat, il titille le débat. À plusieurs reprises, les interlocuteurs nous ont dit, quand on nous présenté un certain nombre de choses, ce que vous le dites, c'est très intéressant. Puis pour la présidentielle et législative, la FEDOM a fait des propositions intéressantes. Vous connaissez tous les 30 propositions qu'on avait faites et qu'on peut continuer de faire vivre. Et puis il y a la phrase après qui est « mais vous n'êtes pas allé jusqu'à parler de l'octroi de mer ». Donc il y a une espèce de critique sur le thème vous ne manquez pas d'idées et d'inventivité, mais sur l'octroi de mer, on a le sentiment que vous êtes un peu sec. Bon, on a considéré, on en avait débattu en conseil d'administration, en bureau, on n'avait pas à sortir du bois inconsidérément, parce que les positions peuvent être complexes et parfois pas alignées entre nos membres, mais pour autant, on n'a pas le droit d'ignorer le sujet, là aussi, en termes d'évaluation, de compréhension. Alors, on dit un certain nombre de choses, tout de même, sur l'octroi de mer. On a souligné, par exemple,
que la différenciation de taux qui vaut à La Réunion, qui permet de moins impacter les produits de première nécessité avec un octroi de mer à 0. Octroi de mer et octroi de mer régional. Voilà, octroi de mer et octroi de mer régional à La Réunion à 0 sur les nécessités. Cette différenciation n'est pas réalisée aux Antilles de la même manière. Donc, et indépendamment du PPN, à La Réunion, lorsqu'il y a exonération de la production locale, il y a exonération de la production locale, d'octroi de mer et d'octroi de mer régional. Quand il y a exonération, c'est 0. Bon, voilà, donc ça, c'est des différences factuelles qu'on a rappelées, mais on a bien ce sujet dans un coin de la tête. La Cour des comptes aussi mène un travail actuellement sur l'octroi de mer. J'ai été sollicité pour que la FELOB participe à un groupe miroir un peu que la Cour des comptes voulait constituer. Le conseil d'administration de la FELOB a préféré ne pas y participer. C'est une bonne ou une mauvaise réponse. En tout cas, c'est la réponse du conseil d'administration de la FELOB, donc on n'y participe pas. Il y a un moment où il faut aussi écouter ce que disent les parties prenantes de ce débat. Mais bon, c'est pas absurde d'être un peu distant en extérieur et en apparence, dans la mesure où l'exécutif n'a pas montré le bout du nez plus que ça. On sait tout de même qu'il s'y intéresse. Le calendrier, c'est le Non, il n'y a pas de calendrier. Alors là aussi, est-ce que le gouvernement veut faire est-ce qu'il a envie, par exemple, de traiter cette question en même temps que la défiscalisation et de faire un Big Bang de tout ça à la fois? Le gouvernement n'est pas inconscient et irresponsable. Ils savent que le sujet est compliqué, ils savent qu'il y a des enjeux économiques, ils savent qu'il y a des enjeux de financement des collectivités locales, que les collectivités locales ne sont pas très fanas de mise à bas de mer. Et le calendrier, voilà. Pour le moment, en fait, c'est que le dispositif, parce que quand on dit l'octroi de mer a été prolongé, c'est le dispositif d'exonération de la production locale. L'an dernier, lors du PLF. Voilà, c'est ça qui fait toujours l'objet d'une reconduction. L'octroi de mer en lui-même, pour le moment, il est différentiel. C'est différentiel, oui, c'est l'autorisation de dérogation. Et ça, elle est prolongée jusqu'à 2027 maintenant, en conformité avec les programmations européennes. Ces débats me font penser beaucoup à la TVNPR. On avait la menace jusqu'au jour à l'époque. Mais la NPR, c'est comme ce que j'ai dit sur la déficit tout à l'heure, honnêtement, expliquer aux parlementaires moyens et même éventuellement ceux qui peuvent de manière prétentieuse se considérer au-dessus de la moyenne, ce que veut dire la TVA NPR n'était pas un exercice totalement évident, fait par un intitulé, un brin surréaliste quand on regarde le sujet de loin. Donc, l'idée, parfois l'opacité ou l'incompréhension aide à se protéger, mais ça a des limites, quoi. Donc, la TVA-NPR, le truc qui était difficile du fait de des difficultés de compréhension et des difficultés de terminologie. Il y avait une autre chose qui était très difficile avec la TVA-NPR, c'est qu'elle était libre et accessible à tout le monde sans l'autorisation de personne. Et aujourd'hui, à vous dire, mais toutes les aides sont plus ou moins politiques et comme elles doivent passer entre les forces motives, le contrôle des collectivités, du gouvernement de Bercy. Si vous n'avez pas vous en plus, vous n'avez pas. C'est une des raisons de la position que j'ai soulignée tout à l'heure sur le fait de ne pas aller que vers des appels d'offres et de maintenir une défiscalisation ouverte. Alors, je ne suis pas rentré sur le terrain de l'agrément-non-agrément. Certains imaginent que le gouvernement pourrait vouloir supprimer le plein droit. Je n'en suis pas sûr. Mais je pense qu'il est important, en particulier sur des petits acteurs économiques, de maintenir le plein droit, parce que vous n'avez pas délivré de l'agrément sur autant de dossiers qu'il en existe aujourd'hui. À un moment, vous embolisez l'administration. Si on veut que le système ait une maille suffisamment fine en termes d'acteurs économiques, je pense que c'est important de maintenir le plein droit, y compris pour des coûts de gestion du dispositif. Et l'agrément, nous, on plaide, et la FEDOM, pour le coup, participe à un groupe de travail avec la DGFiP pour améliorer l'efficacité des processus d'agrément. Ça, sur l'évolution de la DEFIS, il n'y a pas pour l'instant de concertation ouverte sur le contenu, il y a une concertation ouverte sur les techniques d'agrément. Il y a un point sur lequel, sur la DEFIS, il faut aussi être conscient
que dans les critiques qui sont exprimées, il y a alors, ce que j'ai dit tout à l'heure sur la surfacturation, il y a parfois des critiques sur le coût de l'intermédiation. C'est aussi une critique qui est parfois exprimée sur les FIP. Donc, il faut répondre à ça. Mais la réponse est dans ce nombre de cas, le gouvernement ne manque pas de possibilités d'encadrer Scrupelet sans pour autant aller administrer la totalité de la vie économique. Laurent me disait, je me suis fait une entorse au genou. Pas une entorse, j'ai un problème d'une tendinite, pardon. Et mon kiné m'expliquait, un kiné, ça parle toujours quand ça s'occupe de vous. Et il me parlait des fiscs outre-mer à laquelle il avait recouru. Et il me cite un organisme que je ne citerai pas ici, mais la lecture du site est un peu surprenante. Et Laurent me disait, mais est-ce que, par exemple, ils ont fait leur déclaration en préfecture, qui est normalement obligatoire? Et Laurent nous pense, je n'ai pas d'éléments précis là-dessus, mais qu'il y a un centre de cabinet, petit cabinet en général, mais en tout cas peut-être celui de mon kiné qui commence à s'inquiéter pour son opération, qui ne sont peut-être pas inscrits. Et j'ai demandé à mon kiné de s'en inquiéter, il a plutôt envie de s'en inquiéter d'ailleurs, parce que réellement la lecture, alors, je ne sais pas si son cabinet de fiscalisation s'est inscrit ou pas, mais sur le registre obligatoire, mais en tout cas, le site, quand on connaît un tout petit peu le truc, le site du cabinet est peut-être tentant pour le kiné qui ne connaît rien, mais pour le patient du kiné qui connaît un tout petit peu plus, on n'a pas envie d'y aller tout de suite. Quoi. Donc ça, il y a un peu de... Voilà, je mets 10 minutes pour expliquer à tout ça, mais ça veut dire aussi que l'État ne peut pas complètement son boulot là-dessus. La fraude la plus importante au niveau national, et peut-être c'est quand même la fraude de la TVA. Elle est moindre d'ailleurs ici. Il ne viendrait pas à l'idée du gouvernement de faire la TVA pour autant. Donc, chaque fois, on a des prétextes. Quand on veut tuer son chien, on dit c'est ce que nous subissons en permanence. Je retiens votre formulation sur la TVA. Non, elle est très efficace. Donc, la FEDOM, on l'évoquait déjà, Jacques, mais donc pour insister sur le fait que vraiment notre mission est de s'intéresser à l'ensemble des enjeux sur lesquels vous souhaitez qu'on travaille et leur regard est fait mis ensemble sur les Outre-mer. Moi, j'insiste beaucoup pour que la FEDOM soit dans une attitude à la fois défensive mais aussi offensive sur les enjeux, qu'on soit une compétence technique sur laquelle on est reconnu, par exemple sur la défiscalisation, mais qu'on ait aussi une approche d'ensemble des économies marines, parce que être en proposition et pas uniquement en revendication, avoir un regard global, pas exclusivement techniciste sur la défis, si c'est un peu ça l'origine historique de la FEDOM, c'est essentiel à notre crédibilité vis-à-vis des acteurs. Alors, ça veut dire que parfois ils nous amènent sur des sujets plus éloignés, sur l'emploi, des choses de ce type. D'abord, c'est pas sans rapport avec l'économie, évidemment, et c'est une demande importante de nos partenaires. Et quand la DGOL nous dit on a absolument besoin de vous pour faire écho ou essayer de récupérer quelques idées sur la question de l'emploi, on ne peut pas leur dire l'emploi, ça ne nous intéresse pas, nous on défend les entreprises, mais l'emploi, c'est juste pas notre sujet. Voilà, moi j'insiste beaucoup là-dessus. Notre statut associatif est précieux. Du non lucratif de la FEDOM, je pense que ça fait partie aussi de notre crédibilité. On n'est pas un cabinet de lobbying comme un autre, avec vérification à l'acte. Et puis, le fait qu'on soit présent sur l'ensemble des territoires, c'est important aussi. Historiquement, les DOM, et maintenant les 12 territoires, et avec une place particulière de nos membres fondateurs, MEDEF et MPI, puis aussi une représentation incluant des entreprises nationales qui s'intéressent aux outre-mer, des entreprises qui travaillent parfois adhérents directs de la FEDOM et un ensemble d'organisations pour lesquelles, pour nous, c'est précieux. C'est bien que les CCI soient la FEDOM, par exemple, le sont tous, les chambres de métiers. Je vais en fin de semaine au congrès des chambres de métiers d'outre-mer qui a lieu à Fort-de-France.
Voilà, je pense que c'est utile et ça participe au bon, je pense, globalement. On voit avec le déficit un grand succès dont on est très fier et dont je félicite ici par Françoise de Palmas. La FEDOM, c'est un site internet. On veut rénover aussi. Pas tout à fait ce qu'on doit avoir. Là, on y travaille. C'est une plateforme de data, ça doit être un peu beaucoup. Et c'est notre lettre hebdomadaire. Donc elle-même doit avoir une présentation un peu renouvelée. Donc, juste sur la plateforme, en quelques mots, donc c'est un tableau de bord numérique qui présente, qui consolide en un seul clic, si je peux m'exprimer comme ça, un accès à un ensemble de données, tout territoire ultramarin confondu, données socio-économiques, données à caractère plus sectoriel. Donc, c'est un outil aujourd'hui en libre accès qui a pour vocation d'éclairer quiconque s'intéresse à la réalité économique des Outre-mer, voilà, en lui permettant, comme je vous disais, d'accéder directement sans avoir cherché à gauche à droite des données qui lui permettent de situer un peu un territoire, de le comparer aux autres territoires et de se comparer à la métropole sur les mêmes indicateurs. Donc, c'est un outil en constante évolution par définition. Sur l'interactivité duquel on va faire une communication bientôt, parce qu'en fait, c'est un outil qui permet aussi à celui qui le consulte de faire des suggestions, de poser des questions sur le également de récupérer les données qui permettent justement l'affichage visuel de ces indicateurs. Donc, toutes les données sont récupérables en format Excel directement au départ de la plateforme. Et l'objectif est d'évoluer en diversifiant nos sources, parce qu'aujourd'hui, effectivement, ce sont essentiellement des sources publiques. Donc, on n'a rien inventé. La seule chose qu'on ait fait, c'est effectivement de mettre en un seul endroit ce qui aujourd'hui était complètement éclaté. Ça facilite quand même la chose. Lorsqu'on cherche l'info sur les Outre-mer. Donc, l'objectif maintenant, c'est d'essayer de trouver des données de plus en plus, je dirais, exclusives par le biais de qui vont nous donner par le biais de partenaires avec lesquels on veut développer notre collaboration, par le fait de, notamment, pour ne pas tout réinventer, donner accès via la plateforme à des liens d'autres plateformes digitales qui existeraient dans le territoire et qui permettraient d'approfondir sur un territoire un des indicateurs qui est présenté. Donc voilà, elle est en libre accès au départ de la première page du site FEDOM, d'où on peut dépêcher d'améliorer la performance. Mais donc, en tout cas, elle est accessible comme ça. Voilà, usez, abusez, et n'hésitez pas à le faire des commentaires. Les données, 90% des données ont été mises à jour jusqu'en 2022, donc l'actualité des données, la fraîcheur des données est quand même assez garantie. Et on a un jeune alternant qui c'est nous, moi, qui est dédié à l'alimentation, l'amélioration, la professionnalisation, si vous voulez, de cette plateforme. Voilà. N'hésitez pas à nous faire des suggestions si vous les souhaitez par rapport à cet outil qui est le vôtre. J'avais une question d'ordre plus général sur les finances, sur la dette française. Je me souviens de J.K.S. qui était venu nous voir il y a quelques années. On avait interrogé sur la dette publique française. J'avais dit, actuellement, alors c'était il y a 6-7 ans, je crois. Vous avez dit, les parlementaires sont un peu anesthésiés parce que la dette qui vient à échéance chaque année, on la refinance avec plutôt zéro, voire même négatif, très longtemps. Et donc, on était un peu anesthésiés sur l'état de la dette française à cause de ça. En fait, on faisait des économies, en fait. Donc, une question sur en valeur absolue, l'état de la dette. Aujourd'hui, on est en situation un peu inverse.
où en fait, les taux ont augmenté. Et vous êtes quelqu'un d'expérience et je me pose des questions sur l'avenir, en fait, et l'avenir pas à très brève échéance. Jusqu'à quel point c'est soutenable, cette situation? Ça dépasse un peu le cadre de la FEDOM, bien sûr. Oui, non, mais Pour que l'État ait des actions outre-mer, il faut encore qu'il en ait les moyens. c'est ça, les très consommateurs de public. Quelques éléments de réponse. Ce qui s'est passé en Grande-Bretagne est tout de même assez éclairant. À un moment, un dérapage de politique économique devient tellement insupportable que ça fait sauter un gouvernement en 2 temps 3 mouvements et ça amène les mêmes, en tout cas le même parti politique, à prendre des positions très différentes. D'abord, les corrections de Liz-Truss introduites et ensuite ce qu'évoque le nouveau Premier ministre. La situation était d'autant moins tenable en Grande-Bretagne que non seulement en Grande-Bretagne, l'État voyait ses possibilités de financement plus coûteuses. En plus, les emprunts souscrits par les particuliers, les prêts immobiliers des Britanniques, les mortgageuses, sont des prêts dont les taux sont essentiellement, si ce n'est variable, en tout cas régulièrement révisés. Et donc, quand les taux explosent, le ménage britannique, par ailleurs, voit sa facture d'énergie augmenter plus vite que le ménage français, voit le montant de ses échéances pour l'appartement ou la maison augmenter. Vous avez compris la raison de ce détour par le côté britannique, c'est que d'une certaine manière, who's next, ce qui a explosé à la figure du gouvernement britannique peut tout à fait nous exploser à la figure à nous. Et donc c'est clair que pendant des années, je dirais au fond que la dette n'était pas vraiment un sujet, alors qu'aujourd'hui, l'augmentation est un sujet majeur pour sûr. C'est une donnée. C'est la limite. Pardon? On a raison d'être inquiet. Ah oui. C'est aussi la limite des quoi qu'il en coûte et des choses de cette nature-là, avec des choix sur l'énergie, par exemple. C'est des sujets qu'on évoque, c'est un sujet sur lequel la protection des entreprises, les particuliers en France ont été particulièrement bien couverts. La protection est plus intense que dans la plupart des pays européens, sans comparaison avec le Royaume-Uni, mais même sur beaucoup d'autres pays. Ça s'est fait aussi au prix de dispositifs moyennement opérants pour les entreprises. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a une inquiétude sur l'évolution de la dette? Et à un moment, ça impacte les publics, et donc ensuite on peut avoir tous les plans d'investissement d'avenir, France 2030, etc., mais il faut avoir de l'argent pour les déployer. Et comme on a un stock de dépenses de fonctionnement qui est assez important. Je rencontre bientôt pour la FEDOM le patron de France 2030 pour évoquer cette question d'ailleurs des investissements d'avenir atterrissant. On évoquait tout à l'heure le plan de relance. On a fait un séminaire avec le Conseil économique, social et l'an dernier pour faire un bilan du plan de relance outre-mer. Il apparaissait un certain nombre de défauts. D'abord, une part plus importante qu'ailleurs en France consacrée à des dépenses publiques, plutôt qu'à stimuler un certain nombre d'investissements d'entreprise, donc des dépenses de collectivité locale. La part collectivité locale entreprise n'a pas été la même outre-mer que dans le reste de la France, avec une part collectivité locale plus importante ici. Ensuite, une maille qui n'était pas toujours adaptée, des délais de procédure. France Relance, c'est différent dans le concept, mais France 2030, c'est important de regarder les questions de maille, de procédure, mais il faut encore qu'il y ait des moyens qui restent pour ça. Et l'augmentation de la dette, c'est difficilement des moyens pour l'investissement. On a fait beaucoup. Charles, là, il est plus disponible. Alors, ça amène c'est aussi ce qui nourrit les arguments du gouvernement sur, et c'est là où l'exercice type, à un moment, on va avoir un problème par rapport à sa politique d'emploi. C'est-à-dire d'une certaine manière, au fond, quand on écoute différents responsables gouvernementaux aujourd'hui, d'une certaine manière, ils préféreraient à des fiscs à la caricature.
Mais la LODEM, elle a aussi sa place en termes de politique d'emploi sur les territoires où le niveau de l'emploi est extrêmement. L'emploi est faible et le niveau d'emploi dans c'est faible en particulier. Donc, bazarder les mesures de soutien à l'emploi, c'est peut-être pas tout à fait pertinent quand on est outre-mer. Mais le gouvernement affiche une priorité à l'investissement. Ensuite, comment il va le traiter. Sur l'emploi de remarque, parce que je crois qu'on n'en a pas parlé hier, que j'en ai parlé avec les si je oui, je suis pas sûr. Quelques jours, on peut très bien savoir. C'est deux choses qui me préoccupent un peu. Le Parlement a voté, je crois à la demande d'Olivier Servat, un amendement qui, dans la réforme de l'indemnisation du chômage, dit les conditions doivent être adaptées outre-mer. Génial, il faut toujours adapter. Mais la position du gouvernement est plutôt intelligente. Elle dit, quand le marché du travail est plus favorable, eh bien, il faut que les conditions d'indemnisation soient plus strictes et que les incitations au retour au travail soient plus fortes. La situation du chômage est plus grave ici, le chômage des jeunes est beaucoup plus grave ici, tous ces éléments sont exacts et il n'y a sans doute pas la même amélioration relative que celle qui existe en métropole. Donc, que les choses doivent être adaptées, la réponse est oui. Mais l'idée en soi que l'indemnisation du chômage soit différente selon que le marché du travail s'améliore ou se détériore, ce n'est pas hors sujet. Et réflexion personnelle, je pense que ce n'est pas davantage hors sujet ici qu'en métropole. Autre remarque, mais qui est d'une certaine manière la même, la réforme du RSA, si elle vient, le président de la République, le candidat Emmanuel Macron, plus exactement, pendant sa campagne, avait évoqué la question à Neuve, sur lesquelles peu de gouvernements ont eu le courage d'agir, et celle des contreparties au RSA. C'est vous qui, localement, vous exprimez comme vous choisissez de le faire, mais moi, je lance juste la balle en disant que le jour où ce débat viendrait, ça serait pas génial de dire que par construction, les Outre-mer devraient s'exonérer de réflexion de cette nature. Ensuite, il y a plus d'allocataires ici qu'en métropole. Les conditions d'insertion sont probablement pas plus faciles. Il y a plein d'éléments qui peuvent être pris en compte. Mais si un jour vient l'idée de la contrepartie en métropole, peut-être qu'il n'en sortira rien d'ailleurs, parce que le président de la République aurait dit ça en campagne, il ne ferait rien ensuite, j'en sais rien. Et si ça mûrit, je trouverais, moi, dommage, et je trouve que ce serait pas mal que les entreprises, mais ici c'est vous, se disent, ben, il y a un sujet qui bouge, peut-être qu'il n'y a pas de raison que ça ne bouge pas du tout ici. Peut-être qu'il faut que ça bouge différemment. Mais voilà, quoi. C'est là où je trouve que l'adaptation, les particularités, les spécificités ont largement leur place. Mais voilà. Il ne faut pas que ce soit un rempart à toute chose et à toute réflexion. Comment? Non, mais c'est souvent, c'est souvent, il faut les prendre en amont et les proposer en amont, souvent. En effet, on est plutôt dans la réaction. Et pas dans le barrage absolu. D'autant que si. Ça dépasse le rôle de la FEDOM, hein, mais c'est en réflexion. C'est pas un enjeu économique, c'est un enjeu pour vous. Donc c'est absurde qu'on y réfléchisse aussi un peu, même si on n'est pas frontline là-dessus. Même si on n'a pas les mêmes améliorations, on a quand même une très forte tension. Ici, c'est pour ça qu'il faut que vous regardiez ce que va devenir cet amendement, très franchement. Parce que soit cet amendement est aussi une manière pour le gouvernement de se simplifier la vie en disant, oh là là, c'est l'outre-mer, je ne veux surtout pas qu'il y ait de sujet de friction, quel qu'il soit. Les 20 centimes de total, on n'en parle pas. Le ci, on n'en parle pas. Le ça, on n'en parle pas. À force de parler de rien, à un moment, on finissait par avoir des handicaps d'outre-mer aggravés. Pas des autres. J'ai une question. Il y avait un amendement, je crois, porté par la FFB, qui avait été relayé par le MEDEF et la CPME. Alors, a-t-il été conservé après le 49.3 et quid pour les Outre-mer pour aider les entreprises dans la crise énergétique, dans l'encadrement des coûts de l'énergie, de l'électricité? Il y a eu un amendement qui a été porté. À ma connaissance, je ne pense pas qu'il ait été. Ah oui. On va vérifier ça, mais je pense.
C'est une démarche en cours, hein. C'est une démarche en cours. Le gouvernement s'est encore exprimé en fin de semaine dernière là-dessus parce que les deux, le premier dispositif et ensuite la première amélioration ne sont pas suffisamment opérationnels. Donc, il assouplit et il fait sauter un certain nombre de critères. Alors, on a des sujets parfois spécifiques à certains territoires, mais on l'a évoqué à plusieurs reprises. Le fait, par exemple, l'utilisation de fioul dans les processus industriels ici, alors qu'on utilisera du gaz en métropole, ben, le gaz est dans le filet de soutien du gouvernement et le fioul ne l'est pas. Là, il y a un angle mort sur les outre-mer, sur lequel il est important qu'on agisse. Alors, on n'était pas gaz ou pas gaz, fioul ou pas fioul, on n'était pas nécessairement dans les critères en termes de part, enfin de niveau d'augmentation, de part du chiffre d'affaires, de BE, fixé initialement par le gouvernement. Là, il faut regarder ça de près parce que ces critères évoluent au fil du temps et le gouvernement a tout de même assoupli. Très franchement, le gouvernement a démarré en aidant très peu les entreprises et en aidant très fort les particuliers. Il est en train de comprendre qu'il faut, les particuliers, on passe de 4 à 15%, et que sur les entreprises, l'activité initiale était extrêmement modeste. Donc nous, on est à votre disposition pour regarder l'application de tout ça aux outre-mer. Comme je dois le dire, on a passé beaucoup d'énergie l'an dernier à gérer les dispositifs, à travailler, à demander et à réussir dans un certain nombre de cas sur l'adaptation des dispositifs Covid aux outre-mer parce que la saisonnalité touristique n'était pas la même, parce que les vagues Covid ne sont pas arrivées au même moment, parce que les conditions sanitaires de vaccination n'étaient pas les mêmes et qu'il y avait tout de même des décalages sérieux justifiés, pour le coup, parfaitement justifiés. La position initiale était en gros d'appliquer ici la même chose qu'en métropole, sauf que ni dans le calendrier, ni dans l'ampleur des effets, ni dans la nature des confinements, ça ne peut fonctionner de la même manière. Ça, on a beaucoup travaillé là-dessus. Parfait. Est-ce qu'il n'y a plus de questions? Je tenais à vous remercier. Je suis bavard, excusez-moi. Non, mais c'était extrêmement intéressant. Merci beaucoup. Merci en tout cas pour ce déplacement et tous ces éclairages de travail que vous réalisez pour l'outre-mer.